Bonsoir. Vous êtes au cœur de la présidentielle. Un débat entre candidats de la présidentielle ou leurs représentants sur leurs projets de société et sur des questions d'actualité. Vous le savez déjà, les Burkinabés sont appelés aux urnes le 29 novembre prochain pour élire le président du Faso et mettre en place une nouvelle Assemblée nationale. Des élections qui consacrent une nouvelle ère au Burkina Faso. Et ce sont les premières élections qui doivent mettre un terme à la transition issue de l'insurrection d'octobre 2014 qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré du pouvoir. Au cœur de la présidentielle est donc une émission de 60 minutes qui réunit 4 invités. Pour ce premier numéro, le candidat Salvador Yamiogo du RDF. Bonsoir. Bonsoir. Le représentant du candidat Adama Kanazoé de l'Agir. Bonsoir. Bonsoir, Kindo. Je rappelle que vous vous appelez Amadou Drabo. Et puis, également sur ce plateau, Taïrou Bari, candidat du Parent. Bonsoir. Bonsoir, Kindo. Et enfin, Isaka Zampaligré, candidat indépendant, absent sur ce plateau. Ce sont des candidats qui ont été choisis dans l'ordre de Conseil supérieur de la communication. Face aux électeurs, chaque candidat aura à défendre sa vision du Burkina, mais également son projet de société. Pour conduire cette émission, je suis avec Bernard Bougouman de la radio Omega FM. Bonsoir Bernard. Bonsoir Séni. Et nous allons discuter autour des points suivants: la bonne gouvernance, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'élevage, la lutte contre le terrorisme et la sécurité et la culture. Et donc pour commencer, nous allons entamer la première partie avec la bonne gouvernance. Sur la question de la justice, l'un des mots qui mine le Burkina et qui a conduit à l'insurrection de 2014, c'est bien la justice. Et pour vous, Salvador Yamiogo, comment réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice? Merci, M. Kindo. Si vous me permettez, je voudrais juste dire un petit mot de mon projet pour dire simplement qu'un projet de société grandit avec le parti et se confronte à la réalité. Pour la circonstance du 29 novembre, nous avons produit ce qu'on appelle un projet-programme qui est la dimension programmatique de ce projet de société. La justice, pour revenir à votre question, est un des maillons faibles, je dirais, du système qu'on peut considérer comme étant passé. Il faut nécessairement qu'elle soit indépendante, qu'elle puisse se rapprocher du justiciable et que la confiance se remette en place entre la justice et le justiciable. Je crois fondamentalement que c'est le manque de justice qui amène les gens à vouloir se faire justice, ce qui est condamné par la loi, mais ce qui aussi quelquefois peut se comprendre sans pour autant être accepté ou validé. Donc pour introduire à cette question, la justice est vraiment l'élément clé qui va nous permettre d'entrer dans un Burkina nouveau. Dans la mesure du possible, la tolérance zéro par rapport à l'injustice est l'objectif, mais vous savez, atteindre l'objectif qui est un peu un idéal, c'est compliqué, le chemin sera long, mais je pense que ce que nous avons vécu depuis l'insurrection et à travers la transition nous montre que c'est une question qui ne pourra pas être éludée, qui devra être traitée de fond en comble. Redonner à la justice les moyens d'être performante, tout en étant indépendante, la rapprocher du justiciable et faire en sorte qu'à partir du moment où chacun sait qu'il peut trouver justice auprès de la justice de son pays, il n'éprouvera plus le besoin de se faire justice lui-même. Donc voilà ce que je peux dire en premier. Taïrou Bari. Il faut dire que le problème de la justice au Burkina Faso, c'est une gangrène qui ronge le corps de la nation. Les problèmes que nous avons connus tirent leur explication dans un problème de malgouvernance, dans une question d'injustice, dans une question d'impunité. Et malheureusement, ceux qui ont dirigé ce pays pendant 27 ans ont étouffé l'institution judiciaire. Ils ont empêché la manifestation de la vérité dans des graves crimes de sang
et économiques qui ont été perpétrés dans ce pays. Et les insurgés d'octobre dernier ont essayé de dire non à tout cela. Vous avez parlé tout à l'heure... Novembre, donc d'octobre 2014. Octobre 2014. Vous avez parlé tout à l'heure de bonne gouvernance. Bien entendu, à l'introduction, il faut dire qu'on ne peut pas parler de bonne gouvernance dans ce pays. On doit plutôt parler de malgouvernance. Quand on connaît les principes à la matière, la transparence, l'ouverture, la légalité, la fiabilité, Dieu seul sait les péchés que nous avons accumulés en la matière. Je prends juste l'exemple de l'affaire Guiro. Le jugement qui a été rendu n'a pas étanché la soif des Burkinabés sur cette question. L'équation reste entière. Un fonctionnaire qui accumule 2 milliards dans des cantines, un fonctionnaire, pendant que les plus instruits, les plus diplômés, les plus grands fonctionnaires ont à peine 250 000 maximum. Il a eu l'occasion de s'expliquer devant le tribunal. Et donc, il a eu l'occasion de s'expliquer. Voilà. Il faut dire que la justice n'a pas livré tous les secrets sur cette question et c'est dommage. L'équation reste entière. Les Burkinabés veulent comprendre. Les Burkinabés veulent savoir pourquoi un fonctionnaire accumule 2 milliards, un fonctionnaire, pas un homme d'affaires. Pas un homme d'affaires. Pourquoi il accumule 2 milliards pendant qu'un docteur qui peut faire 10 ans, 12 ans de formation a à peine 300 000. D'accord. Il y a un problème. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire pour avoir, pour que la justice puisse avoir, redorer son blason? Je pense que la solution est très simple. Il faudra simplement mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a un certain nombre de juges qui n'ont pas voulu s'assumer. Il y a un certain nombre de juges qui n'ont pas voulu exercer leur profession en toute âme et conscience. Il y a ce problème à régler. Il y a aussi le problème qui est en passe d'être résolu de la déconnexion de l'institution judiciaire d'avec le politique. On ne peut pas concevoir... Je pense que les réformes cette année, voilà, avec le CNT... Cette question voilà, est en passe d'être résolue. Mais sur le terrain, il faudrait que cela soit véritablement effectif. Il y a d'autres problèmes qu'on ne doit pas occulter. C'est la question des moyens accordés à l'institution judiciaire. C'est la question de la motivation des juges. Parce qu'un juge qui n'a que son maigre salaire, il n'est pas à l'abri de la tentation. Il n'est pas à l'abri de la corruption. Alors que quand un tel personnage de l'administration publique est en tout cas soumis à une telle tentation, je pense qu'il y a toujours un danger. Et on doit éviter le danger. Il y a énormément de choses à dire sur la question de la justice et malheureusement, le temps ne nous permettra pas de l'évacuer. Oui, Amadou Drabo. Oui. Ok, merci, M. Kindo. Vous savez, la question de la justice tient tellement à cœur au président Kanazoé qu'elle constitue l'un des fondements même de notre projet de société intitulé « Développer le Burkina Faso avec sa jeunesse ». En ce sens qu'elle se situe dans la première partie, le premier axe du dit programme, qui consiste à rétablir les bases de notre vivre ensemble. Et la justice occupe une place de choix. Voilà, parce que nous savons que, c'est vrai, les gens sont sortis, nous sommes sortis, nous avons fait une insurrection, mais le problème de fond, c'est que les Burkinabés sont sortis pour exprimer un mal-être d'une gestion calamiteuse de l'État, d'une justice dépendante de l'exécutif, d'une justice à deux vitesses, d'une justice pour les pauvres, une autre justice pour les riches. Donc à ce niveau, la question de la justice tient à cœur au candidat Adama Kanazoé, en ce sens que notre justice a longtemps été décriée, a longtemps été accusée de tous les noms, et c'est normal d'ailleurs. Donc, comme nous sommes sur ce programme, ce plateau, excusez-moi, nous sommes sur ce plateau pour parler de programme, pour dire ce que chaque candidat a proposé au niveau de la justice. Donc, bon, la diatribe est connue,
les mots de notre justice sont connus, donc nous n'allons pas revenir sur ça à longueur de journée. Nous allons simplement dire ce que le candidat Adama Kanazoué prévoit pour notre justice. Et déjà, cela commence par la débarrasser de toutes les tares qui l'inféodent au pouvoir politique et surtout à l'affairisme. Ça va passer notamment par une relecture de la loi organique relative au Conseil supérieur de la magistrature pour la débarrasser de toutes les dispositions qui peuvent la rattacher ou bien la soumettre au pouvoir politique. Ça, la question de la justice aussi, c'est une question de moyens. Le camarade, le président Tahirou Barry vient de le dire, c'est une question de moyens. Donc il faut accorder les moyens, il faut mettre les moyens au niveau de la justice. Et le président Adama Kanazoué prévoit 500 milliards sur 5 ans pour redorer le blason de notre justice. Cela va passer notamment par rapprocher la justice du justiciable en construisant dans tous les chefs-lieux de province minimum un tribunal de grande instance et dans tous les chefs-lieux de région un véritable palais de justice. Il faut aussi la question de la sécurité financière et sécurité physique du personnel judiciaire parce que s'il faut travailler à ce que le personnel judiciaire soit à l'abri de la corruption, il faut aussi travailler à ce qu'il y ait une rémunération conséquente. Et à ce niveau, il y a un travail qui est fait. Et l'affaire Guiro a été citée en exemple, c'est normal, mais en même temps, dans le projet de société du président Adama Kanazoué, on parle aussi d'actualiser nos instruments juridiques. Voilà, certains hommes de droit nous ont dit que c'était la peine maximale qu'on pouvait affliger. Il y a la dernière affaire de fraude au concours aussi qui a livré son verdict. Et Dieu seul sait si les Burkinabés sont contents de ce verdict ou pas. Donc il faut actualiser nos instruments juridiques pour l'adapter aux nouveaux défis de l'heure, tels que le terrorisme, tels que la cybercriminalité, qui sont des phénomènes nouveaux et que nos instruments juridiques doivent en tenir compte. Bernard Bougouma. Alors, je voudrais poser la question au candidat Salvador Yamiogo. Les deux ont déjà peint le tableau de la justice burkinabé. Le Burkina Faso souffre, a mal également à sa justice. Il est question de réforme, il est question de la sécurisation du magistrat, il est question de déconnecter le magistrat de l'homme politique, mais il y a également un passif au niveau de la justice Burkina Faso. La commission présidée par Monseigneur Paul Ouedraogo a laissé entendre qu'on a une corbeille de plus de 5060 dossiers, donc de crimes de sang et de crimes économiques à solder concrètement pour éponger ce passif et réconcilier les Burkinabés véritablement avec eux-mêmes pour aller de l'avant sur le plan judiciaire. Qu'est-ce que vous avez prévu? Alors, je pense que le nouveau président qui va arriver, j'espère que ce sera moi, avec son équipe, devra faire en sorte que cette même justice-là, devenue indépendante, fasse son travail. Sinon, ça n'aura pas de sens. Il faudra se contenter de lui donner les moyens d'être performante, de se rapprocher du justiciable, et elle sera déconnectée du pouvoir politique. À ce moment-là, c'est elle qui donnera l'agenda par lequel elle va apurer ce passif. Ce ne sera plus l'exécutif qui aura la charge de le faire. C'est ce que je peux répondre à votre question. Maintenant, si vous permettez, il y a un aspect qui, à mon avis, a été un peu occulté, c'est la question de la moralisation de la vie publique. Bon, il a été question sur ce plateau de motiver les juges parce qu'ils ne sont pas très bien payés, mais ce n'est pas que les juges. Nous sommes un pays pauvre. Donc si on veut motiver tout le monde pour qu'ils résistent à la corruption, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que les bonnes personnes sont à la bonne place? C'est pour dire qu'il faut fondamentalement moraliser la vie publique, restaurer l'autorité de l'État, et ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut comprendre que ça va prendre du temps. De la même manière qu'il a fallu du temps pour déstructurer cet ensemble, la justice, pour la mettre dans l'état où elle est, il faudra, je crois, un certain temps pour arriver à la mettre en condition d'être totalement indépendante et à même de répondre aux besoins des justiciables. Oui, Tahirou Barry, est-ce que vous êtes d'avis qu'il ne s'agit pas seulement de motiver les uns et les autres, mais il faut moraliser la vie publique? Quand on parle de motivation, c'est en fonction de l'environnement dans lequel travaillent certains fonctionnaires. Un douanier ou un juge ne travaille pas dans les mêmes conditions qu'un enseignant. Je pense que lorsque l'environnement de travail expose le fonctionnaire dans un certain nombre de tentations,
Il y a un minimum de dispositions à prendre pour le mettre à l'abri de cela. Cela dit, quand on parle de motivation, cela ne veut pas dire qu'il faut ignorer les autres catégories de fonctionnaires. Il y a tout un ensemble de mécanismes de motivation du personnel de l'État qui doit être envisagé. Mais j'insiste sur la question spécifique de la justice. Parce que si, avec 50 000 ou 100 000 francs de plus, tu peux obtenir une décision qui n'est pas fondée, je pense qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Mais je ne dis pas qu'avec ça seulement, on peut résoudre la question de la corruption des juges. Non. Il y a une question de formation, il y a une question d'éducation. Et de façon globale, comme je l'ai dit, il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que la grandeur des institutions, la force des institutions repose entre les mains des hommes qui sont chargés de les animer. Et c'est à ce niveau que le défi aussi doit être relevé. Oui, Amadou Drabo, il y a la question de la justice, mais il y a aussi la question à côté de la lutte contre la corruption et la question de l'impunité tout court. Si aujourd'hui la justice est devenue une épine au pied de la République, c'est certainement parce que l'impunité persiste. Pour votre candidat, quelle sera sa baguette magique certainement pour nous sortir de ce cercle vicieux de l'impunité? Merci. Pour revenir à la question de la corruption, comme nous l'avons dit, dans notre projet de société, il est question de travailler à réduire la fracture sociale, et cela passe aussi par offrir l'égalité des chances à tout le monde. Et en décidant d'offrir l'égalité des chances, il y a lieu d'assainir, de moraliser la vie publique. Et la moralisation de la vie publique passe forcément par la lutte contre la corruption. Le président Adama Kanazoué, dans ce sens-là, propose de renforcer les capacités opérationnelles de toutes les structures qui sont en charge de la lutte contre la corruption. C'est de façon concomitante, parce que quand on parle de mettre le juge, le personnel judiciaire à l'abri du besoin, c'est subjectif d'ailleurs, c'est subjectif. Tout le monde peut dire qu'on donne 2 millions à chaque magistrat, 1 million à chaque magistrat, mais malgré tout ça, ça ne va pas lutter contre la corruption. Ce n'est pas évident que ça lutte contre la corruption, mais concomitamment, il y aura des mesures qui seront prises pour lutter efficacement contre la corruption. Et à ce niveau-là, dans notre projet de société, c'est clair, nous avons estimé qu'il faut étendre les pouvoirs, par exemple, de la SE pour lui permettre pourquoi pas, de poursuivre directement les utilisateurs indélicats des deniers publics. Nous mettons en place un programme triennal de renforcement des capacités, comme je l'avais dit, des capacités des structures de lutte contre la corruption à hauteur de 500 millions de francs CFA par an. Donc nous mettrons aussi en place un numéro vert pour permettre à tout citoyen burkinabé d'appeler gratuitement quand il est en face d'une question de corruption. Maintenant, pour revenir à cette question d'impunité que vous avez dit tantôt, nous estimons que pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir reconstruire les bases de notre vivre ensemble, il y a lieu de nous réconcilier dans la justice et la vérité. Et cette volonté de nous réconcilier dans la justice et la vérité passe par lutter efficacement contre l'impunité, notamment en élucidant les grands dossiers de la République, c'est-à-dire les dossiers de crimes économiques et de sang. Vous savez avec moi les dossiers comme le dossier Thomas Sankara, le dossier Norbert Zongo, le dossier du juge Nebié. Il faut définitivement faire la vérité sur ces dossiers pour que les Burkinabés puissent entrevoir un avenir plus serein. Oui, et Tahirou Bari, oui, Bernard Bougouma, question. Oui, je voudrais rester avec le représentant du président de l'AGIR, Amadou Drabo. Vous avez parlé de l'institution, par exemple, vous avez parlé de la SE, il y a la Cour des comptes qui est là. Il y a plusieurs mécanismes et institutions qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption. Mais à l'arrivée, ce sont des rapports qui sont pondus. Sur le plan, effectivement, de ces institutions-là, qu'est-ce qu'au niveau de l'AGIR, vous avez prévu pour rendre opérationnels les mécanismes de lutte contre la corruption? Je le disais tantôt, un programme triennal de renforcement des capacités opérationnelles de toutes les structures. Vous avez cité la Cour des comptes, vous avez cité la SE, il y a en même temps le RENLA qui est là, qui fait un travail formidable, qu'il faut soutenir. Il y a plusieurs structures, il y a la Commission nationale de lutte contre la fraude.
toutes ces structures qui sont impliquées dans la lutte contre la corruption et la fraude, il y a lieu de renforcer leurs capacités. Et quand on dit renforcer leurs capacités, il ne faut pas voir forcément le volet financier. Ça veut dire qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut moraliser le personnel et le personnel des dites institutions. Et tout ça va passer par tous ces genres de mesures. Mais avant d'aller, le souci ici, c'est que les rapports sont produits et ça reste dans le tiroir. En fait, c'est là où se trouve nous avons dit justement à ce niveau qu'il faut élucider tous les grands dossiers nationaux. Voilà, le dossier de la mairie centrale qui est dans les tiroirs, comme vous le savez, il y a plusieurs dossiers qui sont là. Il y a lieu d'élucider ça. Et là, ça n'a rien à voir avec ce n'est pas consacré seulement au problème de la justice, mais c'est lié même au vivre ensemble des Burkinabés. Voilà, pour que nous puissions vivre ensemble dans l'harmonie, parce que le Burkina a besoin de tous ses fils pour avancer. Il faut élucider tous ces dossiers-là, faire la vérité faire la lumière sur tous ces dossiers et pouvoir entrevoir, comme je l'ai dit, l'avenir avec plus de sérénité. Oui, on est dans la question de la justice. En parcourant votre programme Tahirou Barry, vous semblez ne pas être tendre dans la promotion des droits humains, surtout quand on évoque la question de l'homosexualité. Apparemment, vous êtes homophobe. Avant d'aborder cette question d'homosexualité, je pense qu'il faudra qu'on soit très clair. J'insiste. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont plus ou moins exposés à des tentations. Faut-il fermer les yeux? Faut-il fermer les yeux? Je dis qu'il faut les motiver. Mais je ne dis pas que la motivation va être seulement l'élément qui va résoudre le problème de la corruption. Parce que j'ai insisté. J'ai dit qu'il faut des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je pense que j'ai été clair. Mais cela n'exclut pas la question de la motivation. Quand un fonctionnaire est dans un environnement qui l'expose à un certain nombre de problèmes, de tentations, il ne faut pas fermer les yeux. Maintenant, son statut va être rédigé de telle sorte qu'il sera sévèrement réprimé si malgré la motivation qui a été engagée, il tombe dans la faute. Je dois dire également que la question de la corruption, c'est plus qu'une préoccupation pour les parents. Elle figure même dans les premières actions que nous allons poser dans les 100 premiers jours, si le peuple nous fait confiance. La question de la corruption, ça nous rappelle le rapport de la commission d'enquête parlementaire de 2012. Pendant que des subventions sont allouées pour l'effectivité de la prise en charge dans les urgences, dans les hôpitaux, nos urgences ne sont que des couloirs de la mort, tout simplement parce que l'argent est détourné. Pendant qu'on parle de bonne gouvernance dans les marchés publics, quand vous voulez jouer franc jeu, vous n'avez jamais un seul marché. Les plus honnêtes sont en train de mourir à petit feu parce que tout simplement, il y a un sérieux problème de bonne gouvernance. Nous allons dire, nous allons nous attaquer aux voleurs de la République, les détourneurs publics, tous ceux qui sont à l'origine du détournement de nos deniers publics. Nous allons les traquer, ça fait partie de nos premières actions. Il y a la question de la mafia autour des lotissements. Mais c'est une question qui est grave. Depuis la communalisation intégrale, vous avez vu tout ce qui s'est passé autour de la gestion des parcelles. Et surtout avec l'implication d'un certain nombre de responsables administratifs. Il y a combien de maires qui sont aujourd'hui emprisonnés? À peine une dizaine. Mais Dieu seul sait le nombre de cas frauduleux qui ont été opérés dans la gestion des parcelles. Il y a tout un travail à faire. La conséquence, c'est quoi? Avec cette mauvaise gestion, c'est pratiquement... Ouagadougou est devenu un gros carton vide, pour ne pas dire un ghetto. Moi, dans le quartier dans lequel je suis, loti depuis 10 ans, il n'y a pas d'électricité. Il y a un travail à faire. Il y a des audits à faire. Il y a également des audits à faire dans tous les ministères. Cela fait partie de nos priorités dans nos 100 premiers jours. Maintenant, vous me parlez de questions de droits de l'homme et bizarrement, vous associez la question de l'homosexualité.
Mais je vais vous dire... C'est pas bizarrement, ça figure dans votre programme. Oui, mais on ne peut pas concevoir qu'un homosexuel revendique son état comme un droit. Il est malade, il doit se faire soigner à l'hôpital Blaise Compaoré ou ailleurs. C'est une tendance comme les autres. C'est une tendance qui est contraire à la vocation de l'espèce humaine. La liberté doit être un instrument pour nous élever vers la dignité, vers la grandeur de l'homme. Elle ne doit pas être un moyen pour se précipiter dans le règne animal. Même les animaux ne se laissent pas aller à cette pratique. On ne peut pas concevoir que dans une société, des personnes s'autorisent à aller contre la nature humaine. Mais cela même, je vous dis qu'il y a dans la société traditionnelle, nous avons les interdits et les tabous. Et lorsque il y a des personnes qui osent aller contre ces interdits et ces tabous, on les rappelle alors tout simplement. Mais on ne peut pas leur permettre de revendiquer cela comme un droit. Et c'est un problème. C'est pourquoi nous avons dénoncé à notre conférence de presse hier le rejet de cette proposition de loi avec un motif qui est choquant pour ne pas perdre l'argent. À cause de l'argent, on doit vendre son âme au diable? Est-ce qu'à cause de l'argent, on doit perdre sa dignité? On doit perdre son honneur? Il y a combien de pays au monde qui interdisent la pratique de l'homosexualité? Et le Burkina, qui est un pays de valeurs, qui est un pays de culture, on se permet de fermer les yeux sur ça. C'est un pays liberticide. C'est la liberté de ces hommes et de ces femmes de s'adonner la liberté est un moyen pour se mouvoir dans le bien, dans le vrai, dans le juste. Ce n'est pas un moyen pour descendre dans le règne animal. Ce n'est pas un moyen pour perdre sa dignité d'être humain. Il faut qu'on sache ce que c'est que la liberté. La liberté n'est pas liberticide. Et quand on parle de liberté, c'est la liberté responsable. Oui. Et Amadou Drabo, pour vous, la question pourra être abordée avec votre candidat quand il sera aux affaires. La question pourrait être abordée, c'est-à-dire que si le débat est porté, notre candidat aura sa position à donner. Mais déjà, dans le projet de société du président Adama Kanazoué, il est dit clairement, nous allons travailler à garantir les droits et libertés de tous. Ça fait partie d'un état de droit. Si on veut construire un véritable état de droit, il faut songer à garantir les droits et libertés. Mais figurez-vous, les droits et libertés qui sont garantis dans notre Constitution n'ont pas été faits de façon mécanique. On n'a pas transposé une copie, on n'a pas fait du copier-coller des législations occidentales ou ailleurs. Donc, sur la question de l'homosexualité, au risque d'enfoncer une porte déjà ouverte, je pense que le Burkina n'est pas une exception, où c'est interdit. Pour le moment, dans la panoplie de nos droits et libertés, ce n'est pas reconnu. Et je préfère m'arrêter là pour le moment. En tout cas, ce n'est pas reconnu. Donc, nous n'avons aucune position là-dessus. Et foncièrement, je crois que mon président, il est foncièrement contre. Oui. Nous allons aborder maintenant, Bernard, si vous le permettez, la question de la relance économique et de la croissance. Salvador Yamiogo, si vous êtes élu au soir du 29 novembre 2015, par rapport à l'économie burkinabé, la croissance, aujourd'hui nous sommes à 6,4 de taux de croissance, et quelle sera certainement les priorités pour vous, mais aussi les actions qui vont accompagner tout cela? Merci, M. Kindo. Sur le plan économique, il y a, je crois, des actions de court terme qu'il faudra mener et des actions de moyen et de long terme. Je pense qu'à court terme, si nous arrivons aux affaires, il faut fondamentalement faire un audit des comptes de l'État et de la gouvernance de l'État. On parlait de gouvernance tantôt, et je crois qu'on l'a suffisamment théorisé. Toutes les solutions sont disponibles, mais dans les tiroirs. Il faut maintenant passer à la pratique de la bonne gouvernance. De ce point de vue-là, on peut imaginer des états généraux annuels de la gouvernance. On s'occupe des sociétés d'État, on peut mettre en place chaque année une occasion de revisiter tous ces dossiers, comme pour la justice. Je pense que ça, c'est possible. Pour en venir à l'économie, pour relancer l'économie, il faut d'abord, je dirais, savoir ce qu'on va trouver en arrivant. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, il faut restaurer la confiance. Il faut restaurer absolument la confiance des Burkinabés dans leur propre pays, dans leur économie. Il faut restaurer la confiance des bailleurs de fonds,
des amis du Burkina, des partenaires techniques et financiers étrangers. Maintenant, je pense que il ne faut pas, sur le plan économique, aller dans la rupture totale. J'entends par là qu'il y a probablement beaucoup de choses à faire, notamment en matière de gouvernance de l'État, des entreprises, mais il y a peut-être aussi des aspects intéressants que nous avons entrevus, mais qu'on n'a pas mis en exécution. Je pense notamment au rapport d'évaluation et d'auto-évaluation et d'évaluation du MAEP. Vous vous souvenez, le Burkina s'est soumis à l'auto-évaluation, il s'est soumis à l'évaluation. J'étais député à l'époque, j'ai fait partie de la mission parlementaire qui a suivi ce processus. Et le rapport qui a été produit, si vous en avez souvenance, visitait tous les compartiments du pays. D'abord, la procédure était inclusive. On a associé tout le monde, sans tabou. Chacun a débattu sur les institutions, sur la classe politique, sur l'économie, sur les entreprises. Ce rapport a été rendu. Le gouvernement à l'époque a mis en place un programme d'activité issu de ce rapport qui n'a jamais été exécuté. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas chercher à réinventer la roue, ni l'eau chaude. On a un matériel disponible, on a une base de données actuellement dans laquelle nous avons tous les éléments pour sortir le Burkina du marasme et le mettre en phase de relance. Donc, à court terme, il y a ça. Je pense qu'il faut aussi penser à la dette intérieure, pouvoir remettre en état les entreprises, pouvoir les remettre en état de relancer leur activité, puisque vous savez que de nos jours, le secteur privé joue un rôle capital, notamment en matière d'emploi. Donc ça, c'est un axe important dans mon programme, la dette intérieure. Et moi, ce que je préconise, c'est d'abord un programme présidentiel d'urgence. Dès que nous arrivons aux affaires, il faut d'abord penser les plaies les plus béantes et réparer les torts les plus criards. On a eu une insurrection, on a eu un coup d'État avorté. Donc il y a des situations qu'il faut colmater dans l'urgence. Donc ce programme présidentiel d'urgence vise les secteurs sociaux, vise également les secteurs, les infrastructures qui doivent être impérativement remises à niveau. L'électricité, les délestages, etc. Donc pour cela, on peut convoquer une table ronde des bailleurs de fonds pour leur expliquer dans la transparence la plus totale, voilà la situation que nous trouvons. Voilà ce que nous pensons devoir faire dans l'urgence pour que les Burkinabés puissent retrouver une vie meilleure. Et maintenant, il faut nécessairement organiser des assises sur le développement du Burkina de demain. Ce n'est pas en 2-3 semaines, mais il faut nécessairement redonner un cap économique à notre pays. Savoir si on reste fondé sur l'agriculture, l'élevage, les mines, les services. Il y a beaucoup de pistes qu'on peut emprunter. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas fait d'option ferme. Donc on sait que les mines ont un fort potentiel. On sait que l'agriculture, ça a été un pilier aussi du développement de notre pays, ainsi que l'élevage. Et en même temps, le Burkina est un pays où le principal capital, c'est la main-d'œuvre. Depuis ce qu'on appelait la terre des hommes, vous savez que la concentration démographique du plateau Mossi était la plus importante dans toute la OEF. Donc on appelait la Haute-Volta la terre des hommes. C'est devenu la Haute-Volta, puis le pays des hommes intègres. Donc on a un potentiel insoupçonné, et je suis surpris qu'en matière de services, par exemple, on n'ait pas pensé à aller vers ce type d'économie-là. Alors, Salvador Yamiro, dans votre programme pour accompagner effectivement ce que vous dites par rapport à la relance économique, vous avez dit que le Burkina a tout tenté, la révolution, la social-démocratie, vous avez proposé un libéralisme modéré. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir accompagner cette relance économique? D'accord. Alors moi, je pense que l'option libérale, qui est la mienne, elle procède d'un constat. Depuis la chute du mur de Berlin, l'économie de marché règne en maître, aussi bien en Russie qu'en Chine. Donc je préfère accepter ce postulat et me positionner dans l'économie libérale. Pourtant, si vous lisez ma thèse, je n'étais pas très libéral à l'époque, mais il y a très longtemps. On dit souvent qu'à 20 ans, on a beaucoup de cœur, et à 40 ans, on a de la raison. Donc, vous voyez un peu l'image. Donc, je pense que c'est très important de pouvoir, au stade où nous sommes arrivés, trouver les ressorts pour pouvoir mettre en place un nouveau système économique pour le pays, inspiré de l'économie libérale, mais un libéralisme qui n'interdit pas à l'État de conserver des prérogatives importantes, notamment pour les secteurs stratégiques, l'éducation, la santé, l'eau, les infrastructures. C'est un libéralisme qui postule, qui cherche au départ l'égalité des chances, mais qui se base par la suite sur la performance. C'est ensuite un libéralisme qui considère que
on peut privatiser. L'État peut se dessaisir, mais chaque fois qu'il est prouvé que l'État n'est pas compétent. Mon camarade disait qu'il faut des bonnes personnes à la bonne place, ce que je valide. Mais s'il y a des bonnes personnes à la bonne place, bon, peut-être que la motivation des bonnes personnes à la bonne place devient un peu superflue. Donc c'est pour vous dire que, pour ne pas monopoliser la parole, voilà un peu ce que, dans mon programme, vous pouvez trouver pour ce qui est de l'option libérale. D'accord. Alors, sur ce même registre, je ne sais pas si Foussé nous permet. Oui. Alors, Tahirou Bari, Salvador Yamégo, libéralisme modéré, vous aviez prôné une troisième voie pour le développement, en tout cas beaucoup plus sur le tertiarisme. Est-ce que vous êtes toujours sur cette même voie? Aujourd'hui, Salvador Yamégo a dit qu'il ne défendait pas le libéralisme, il a changé de position au fil des ans. Est-ce que ça l'a été du côté du parent? Je pense qu'on ne peut pas se permettre de changer à tout moment. Et il n'a pas dit qu'il a changé à tout moment. Ah, okay. Il a dit qu'avec l'évolution, il s'est rendu compte de la réalité, il a changé à propos. Ce que je tiens à vous dire, un homme politique doit avoir une vision et un chemin. Et tout cela doit procéder d'une analyse, d'un diagnostic de la situation avant de convenir de la vision. Si vous devrez aller à Broum Broum, dans le Poni, si vous empruntez le chemin du nord, vous allez vous égarer. Ça veut dire que la question du chemin est une question centrale. Quand vous regardez les différents modèles qui ont été proposés, le capitalisme, tout le monde a vu les déchets que le capitalisme a produits. Le capitalisme est exploiteur. Le capitalisme crée la fracture sociale. Le capitalisme ne produit pas de valeur. Et on ne peut pas transposer ce modèle en Afrique et spécifiquement au Burkina Faso. L'échec du développement dans les pays africains et même au Burkina Faso, c'est l'échec de l'occidentalisation en tant que projet économique, social et politique. C'est de façon forte, contraire à nos valeurs, à notre âme. On ne peut pas non plus parler de modèle socialiste, parce que tout simplement, c'est un modèle oppresseur. On a vu les dégâts que ça a commis. Nous, nous pensons qu'il faut une troisième voie, le tertiarisme, tertiaris en latin, qui veut dire troisième voie, qui est réclamée par les indignés aux États-Unis, par les acteurs mondialistes en Europe. Et ce n'est pas compliqué. C'est simplement le modèle communautariste. Comme chez nous, ce que les autres recherchent sans trouver, nous l'avons trouvé sans chercher, parce que ce modèle existe dans nos sociétés. Il existe dans nos communautés. Mais de façon concrète, nous disons que le développement doit s'opérer au moyen d'un capitalisme populaire, à travers l'actionnariat populaire. Nous disons que les richesses, les entreprises doivent être la propriété du peuple. Nous faisons en sorte que le peuple soit propriétaire à la fois du travail et du capital. Et c'est ce que vous allez faire si vous êtes élu. C'est ce que nous allons faire. C'est d'ailleurs l'essence. C'est d'ailleurs l'essence de notre projet. Nous disons que le peuple doit s'approprier des richesses nationales. Le peuple doit être propriétaire. Et nous mettrons en place un système qui nous permettra de gérer l'épargne qui sera dégagée et surtout de contribuer à créer des entreprises qui vont aider à la transformation et qui vont produire des richesses. On peut être encore plus profond. Nous disons que quand on parle de développement, il ne s'agit pas de créer un système où, comme actuellement, à peine 20% de la population concentre entre ses mains 75% des richesses nationales. Cela n'est pas normal dans une société qui veut être forte, dans une société qui veut grandir. On ne doit pas mettre en place un système où près de 44% de la population est misérable, qui a moins de 300 francs par jour pour survivre. Ce n'est pas une telle société que nous voulons dans notre pays.
Oui, et Amadou Drabo, au niveau de l'AJ, votre candidat, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est du libéralisme? Est-ce qu'il hésite entre son cœur balance entre le libéralisme et le tercéisme, ou c'est quoi sa voix? Écoutez, vous savez, bon, vraiment, j'aimerais vraiment pas m'étaler sur ces débats mais qu'est-ce que vous allez faire d'idéologie, de doctrine? Voilà, simplement, parce que les Burkinabés, dans la grande majorité, n'ont que faire de capitalisme, libéralisme, tertiarisme, je ne sais quoi. En fait, les Burkinabés attendent des solutions concrètes à leurs problèmes. Et l'objectif principal de la politique économique du président Kanazoé vise l'accroissement de la productivité. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes pauvres parce que nous ne créons pas assez de richesses. Le dernier classement des pays qui produisent le moins de richesses au monde se trouve que le Burkina se classe à une triste 16e place. Donc c'est pour dire que nous ne créons pas assez de richesses avec un PIB par habitant de 631,4 $. Ça fait, si on mettait toutes les richesses du pays dans un panier qu'on décidait de partager par tête des Burkinabés, chacun se trouverait avec 26 300 francs par mois pour vivre. Vous convenez avec moi que c'est dérisoire. Et la foi du président Kanazoé, c'est que d'abord, notre économie repose sur des bases très frileuses. Voilà, nous n'avons pas une capacité énergétique conforme à nos ambitions de développement. Pour un pays majoritairement agricole, nous ne maîtrisons pas l'eau. Nos populations en milieu rural sont obligées de travailler 3 mois sur 12. Convenez à moi que ce n'est pas de cette façon qu'un pays peut se développer. Voilà. Et nous n'avons pas de route, nous sommes un pays enclavé. Nos régions en elles-mêmes sont enclavées. Voilà. Et donc, c'est toute cette mesure-là. La politique économique du président Kanazoé se situe sur 2 volets. Le premier volet, c'est rétablir les bases d'une économie dynamique, ce qui va passer par la maîtrise de l'eau, comme je l'ai dit tantôt, la dotation d'une capacité énergétique adéquate pour nos ambitions de développement, ce qui va passer par le développement du solaire. Il n'a pas voulu être démagogue à ce niveau-là en promettant une centrale nucléaire. Parce que vous connaissez Cheikh Modibo Diarra du Mali. Il a travaillé à la NASA, mais le Mali n'a jamais lancé de fusée. Donc ce n'est pas parce qu'on a travaillé à Areva ou ici qu'on pourra créer des centrales nucléaires au Burkina. Donc cette première partie, c'est va consister à maîtriser l'eau, l'énergie, désenclaver le pays, et puis à augmenter la part de l'investissement dans le budget public et la part de l'investissement privé. Et maintenant, concomitamment, il y aura des mesures secteur par secteur d'activité pour créer cette productivité développante-là. Au niveau de l'agriculture, par exemple, c'est de dynamiser notre agriculture à travers sa modernisation. La modernisation, c'est simple, c'est-à-dire agir en tant que créer au niveau de chaque département une unité technique d'agriculture chargée de gérer les équipements modernes comme les motopompes, les tracteurs. Au niveau du secteur secondaire, c'est de multiplier les unités de transformation agroalimentaire, c'est d'optimiser la filière coton, c'est de réhabiliter notre industrie textile. Au niveau du tertiaire aussi, c'est également créer des conditions d'une économie développante à travers un secteur bancaire qui soutient le développement, à travers l'organisation et la professionnalisation du secteur informel. C'est autant de mesures, peut-être en l'espace d'un débat, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Mais c'est autant de mesures on ne peut pas arriver à créer cette croissance, ces richesses, sans avoir un homme nouveau, sans avoir à investir tout simplement dans l'homme. Et donc, nous allons aborder très rapidement la question de l'éducation. Et Bernard, vous avez une question? Oui, j'ai une question à poser à Salvador Amigo sur la question de l'éducation. Oui, on est vraiment pris. Moi, j'aurais bien aimé réagir. Bon, je n'ai pas compté les temps de parole, mais je pense que je peux peut-être dire 2 mots sur l'option libérale, si vous permettez. En fait, le débat n'est pas forcément sur l'économie. Oui, d'accord. On va embrasser beaucoup de choses. Je suis d'accord avec vous. Donc, permettez qu'on dise 2 mots également sur l'éducation. Oui, on était sur l'économie. On vient à l'éducation. Juste 2 mots. Le Japon est dans l'économie libérale. Il ne s'est pas coupé de sa culture ni de ses racines. Et on ne peut pas dire que le Japon a échoué. Ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on annonce des milliards, sans savoir où on va aller les chercher, parce que, bon, on pense que c'est un débat idéologique, c'est un peu inquiétant. Les milliards, on va les prendre où? Voilà. On peut passer à l'éducation maintenant. D'accord. Ok. Merci à Salvador. Donc, au Burkina Faso, l'éducation
c'est ça, hein, c'est la base de tout développement, parce que c'est d'abord le premier investissement, c'est sur l'homme pour pouvoir se développer. Mais il y a un problème. Il y a eu le PDF qui a monté ses forces et ses faiblesses. Après, on est passé à un autre plan. Aujourd'hui, nous sommes dans un volet continuum. Il y a des problèmes à l'université de Ouagadougou, d'ailleurs, qui se signalent avec ces mouvements ces derniers temps. À votre niveau, alors, sur le plan de l'éducation, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons attendre de Salvador Yamiogo pour révolutionner le système éducatif burkinabé? Bon, moi je pense tout d'abord que ce n'est pas propre au Burkina. Dans l'enseignement, dans l'éducation, on est toujours en train de réformer. Moi je me rappelle comment c'était à l'époque quand j'étais au CM2, ensuite quand j'étais au secondaire, etc. Et j'avoue honnêtement que je me perds dans toutes ces réformes. Donc il faut en finir maintenant. Oui, je pense qu'il faut, bien sûr, arriver à une éducation qui corresponde aux besoins du Burkina. Arriver à mettre en place un système qui délivre, qui délivre un savoir qui permettent aux jeunes de trouver de l'emploi pour l'économie qui est la nôtre. Ça, c'est fondamental. Donc, il y a, à mon avis, une réforme importante à faire en matière de formation professionnelle, en matière de formation technique, etc., pour pouvoir coller cette éducation, cette formation, cet enseignement aux réalités du pays. À quoi ça sert de former des milliers de diplômés sans pouvoir donner du travail, quand en plus on n'a pas la capacité, par l'auto-emploi, de mettre en place les conditions pour qu'ils s'emploient eux-mêmes. Donc l'éducation, c'est un très vaste débat. Le continuum, je n'ai pas l'impression que ce soit un succès. Une réforme de plus qui échoue. Il n'est qu'à son début. Oui, bon, mais pour ce que de ce que j'entends déjà, son avenir n'est pas forcément radieux. Tant de balbutiements. Oui, c'est fort possible, j'en conviens avec vous. Mais je pense que des états généraux de l'éducation ne seraient pas superflus après cette période-là pour essayer de voir sur quelle base on va repartir. Un grand ministère de l'Éducation nationale, par exemple, moi, aurait ma préférence, à partir duquel on pourrait exactement voir comment on va continuer l'implantation des universités, comment est-ce qu'on va faire l'équilibre, justement, entre les différents types de formations, et de sorte que, si, au bout du compte, on arrive à mettre en place un système qui permette, en flux tendu, de pouvoir mettre au travail nos étudiants, ça sera très bonne chose. Là-bas, vous avez proposé deux façons de former l'homme dans votre programme. Il faut d'abord dire, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, permettez-moi, c'est quand même assez important sur la question, on s'en fout des idéologies et autres. En fait, moi simplement, ce que je peux dire, Saint-Ex l'a dit, l'important, ce n'est ni la cible, ni l'arc, ni la flèche. C'est la trajectoire. Quand on ne connaît pas le chemin, quand on n'a pas une vision, on en arrive à ce que M. Blaise Compaoré a dit en décembre 2001, le Burkina Faso est à la croisée des chemins. Il faut savoir où on va. Sinon, on est surpris de prendre des solutions conjoncturelles face à des problèmes structurels. C'est vraiment très important. Sur la question de l'éducation, il faut dire que c'est un secteur explosif en perspective. On est en train de sacrifier une génération d'enfants dans ce pays. La question de l'éducation est mal pensée. Il n'y a pas une vision. C'est important. La construction d'une nation passe par d'abord une vision. Il faut savoir où on va. C'est quel modèle d'éducation on veut pour ce pays. Nous avons un système éducatif qui produit des déchets en cours de formation, des chômeurs en fin de formation. Vous avez 100 enfants en 6e, il y a à peine 9 qui arrivent en terminale. Les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Mais il faut créer 2 filières parallèles de formation avec des passerelles de transfert. Il faut faire en sorte que les filières à l'université soient professionnalisées. On ne peut pas permettre à un étudiant de terminer ses études et de courir pour à peine avoir même un stage. Il y a un problème. La question de l'université, c'est une bombe à retardement. Nous avons des infrastructures qui ne répondent pas à l'explosion des effectifs. Près de 50 000 étudiants, nous avons à peine 17 000 places. Nous avons à peine des infrastructures en termes de bibliothèques, en termes de systèmes informatiques. C'est quelle formation on peut donner à ces étudiants? Vous avez des personnes qui sont au CIAO depuis 15 ans. On n'a même pas prévu cette explosion des effectifs. Donc nous disons qu'il faut redonner à l'éducation la place qu'elle mérite.
ce que Victor Hugo présente comme le sanctuaire autant que la chapelle, apparemment, il n'y a pas d'importance qui est accordée à ce secteur. Nous avons à peine 15% de notre budget qui est accordé à l'éducation. Quand vous prenez le Sénégal, c'est près de 35% pendant près de 10 ans. Vous avez vu le résultat au Sénégal? L'UNESCO prescrit 20%. Est-ce que dans ce pays-là, on a déjà atteint 20% de notre budget à l'éducation? Jamais. Regardez le sort qui est accordé aux étudiants actuellement. Ils n'ont fait qu'exprimer un malaise. Résultat, on suspend les œuvres universitaires. On affame les étudiants, on les livre dans la rue pour avoir quel résultat? Moi, je trouve que c'est du mépris. On n'a pas encore pris conscience des enjeux en termes éducatifs et c'est très grave pour ce pays. Adama Kanazoué est jeune et certainement il est sensible à cette question de l'éducation. Et pour vous, Adamadou Drabo, qu'est-ce qu'il propose dans ce domaine? Ok. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de souligner que la question de l'éducation au Burkina présente la situation de l'éducation au Burkina présente des indicateurs qui rappellent en tout point un véritable pays est sous-développé. Et c'est ça. Les statistiques sont implacables à ce niveau. Est-ce que vous savez qu'au Burkina encore, aujourd'hui, on raisonne en termes de taux d'alphabétisation qu'il va falloir travailler à augmenter. Aujourd'hui, le taux d'alphabétisation des personnes âgées de plus de 15 ans se chiffre à 34,5%. Et vous allez en finir avec tout ça? Naturellement, ça passe. C'est les mêmes solutions, sauf qu'on le dit, on le sérine chaque fois et rien n'est fait à ce niveau-là. J'entends souvent dire qu'on va faire des assises, des états généraux. Je pense que aujourd'hui, à la veille des élections présidentielles, on n'est plus à ce niveau. Il faut proposer ces solutions-là. Et au niveau du président Adama Kanazoué, naturellement, c'est de relever le niveau de la formation. Cela va passer au niveau du primaire à recruter les professeurs et les enseignants du primaire à partir du baccalauréat, à construire des infrastructures, à construire des infrastructures d'accueil, que ce soit au primaire ou à l'université. Est-ce que vous savez qu'au Burkina, il y a encore plus de 3700 écoles qui sont supérieures ou construites à partir de matériaux de fortune. Et ça, c'est notre triste réalité qui est là. Donc, il faut rapidement songer à rapprocher l'école de nos populations à travers la construction d'infrastructures. Au niveau supérieur, les problèmes sont connus, tout le monde le sait. C'est un problème c'est des problèmes au niveau du logement, au niveau des infrastructures d'accueil des étudiants. Le système LMD a été lancé sans mesure d'accompagnement, tant au niveau de l'appropriation par les acteurs. Et vous allez en finir avec, ou vous allez quitter le système ou Non, nous évoluons dans un environnement qui est que le marché de l'emploi doit plus se limiter au Burkina Faso. On aspire à s'exporter. Et dans l'environnement immédiat, tout le monde applique ça. Nous n'allons pas sortir forcément du système LMD, mais nous allons prendre le temps de poser les vraies balises pour pouvoir avancer plus sereinement. Voilà. La question des œuvres universitaires qui a été évoquée, les étudiants n'ont pas de logement, les étudiants sont mal nourris, les étudiants n'ont pas de bourse. Nous, au niveau du président Adama Kanazoué, nous avons estimé ne pas faire de la démagogie, restaurer un système de bourse pour les filles, les enfants issus de familles très vulnérables et les personnes vivant en situation de handicap. Ça, ce sont des solutions sociales pour l'étudiant. Nous avons l'intention et la volonté aussi d'améliorer la qualité des repas servis au niveau des restaurants universitaires. Nous envisageons d'augmenter, comment on appelle justement, à ce niveau, nous envisageons d'adapter le curricula au marché de l'emploi, surtout parce qu'aujourd'hui, l'étudiant burkinabé sort de l'université et ne sait quoi faire de ses 10 doigts. Voilà, c'est une formation purement théorique. Et à ce niveau, on dit qu'on va associer les chefs d'entreprise, le marché de l'emploi à l'élaboration des programmes qui sont enseignés dans nos universités et écoles professionnalisantes. Oui. Alors, un autre secteur social, c'est la santé. Ouagadougou, il y a des centres de santé où vous avez le spectacle désolant de passants qui circulent avec les ballons pour pouvoir chercher de l'ombre parce qu'il n'y a pas de potence ou il n'y a pas de salle suffisamment pour accueillir ces patients-là. Alors, Tahirou Bari, au niveau de la santé, la solution à votre niveau, qu'est-ce que vous avez prévu?
La question de la santé doit être envisagée sous l'angle global du développement. Pourquoi nous avons des malades? C'est parce qu'il y a la misère. Il faut résoudre le problème de la misère. Pas forcément, hein. Écoutez, il ne suffit pas d'agrandir les morgues et les cimetières. Il faut plutôt lutter contre la mort. Et en luttant contre la mort, il faut éviter la maladie. Pour éviter la maladie, il faut prévenir. Et nous insistons sur la prévention. On ne peut pas parler de système de santé quand près de 91% de la population en milieu rural défèque dehors. Et la conséquence, c'est la nature qui est infectée. C'est les eaux, c'est l'alimentation, les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre typhoïde. La Banque mondiale l'a dit. 75% de nos lits d'hôpitaux sont occupés par des malades en raison d'un manque d'assainissement et d'eau potable. Et vous estimez que c'est scandaleux et vous allez apporter des solutions. Et quelles sont ces solutions? La première solution, c'est d'agir sur la prévention. Nous allons mettre en place dans chaque province une équipe mobile de prévention. Nous allons essayer de privilégier la construction des CSPS. Mais il ne suffit pas de construire des CSPS, il faut mettre au sein de ces CSPS un matériel adapté, c'est-à-dire relever le plateau technique de ces CSPS pour ne pas avoir le drame qui s'est produit à Sénégal, une dame qui décède pour raison d'éclampsie, parce que tout simplement le plateau technique n'était pas relevé. Il y a ce problème à voir. Pour cela, il faut même envisager la possibilité de réduire au maximum les évacuations. Parce que les évacuations nous font dépenser près de 1 milliard par an. C'est 1 milliard. Combien de CSPS on peut construire? Combien de plateaux techniques on peut relever? Donc il y a tout un ensemble de choses à faire. Nous prévoyons également la gratuité des soins d'urgence, la gratuité des soins obstétricaux. Pour toute la population. Pour les indigents, bien entendu. Il y a la mise en place d'un système d'assurance santé. Il y a tout un ensemble de mécanismes pour éviter surtout la maladie. Salvador Yamiogo. Merci, M. Kindo. Il nous reste 5 minutes pour terminer. D'accord, je vais essayer d'aller vite. Bon, je pense qu'il est plus ou moins établi maintenant qu'un pays qui a un bon système de santé peut lutter contre les maladies et les pandémies. J'ai travaillé pendant 7 ans dans le cadre du SIDA, quand j'étais à l'Assemblée, dans le cadre du réseau parlementaire de lutte contre le VIH. J'étais associé pendant 7 années à toutes les sessions du Conseil national de lutte contre le SIDA. Et si on n'avait pas un système de santé, je ne dis pas qu'il est parfait, on n'aurait pas en 7 années ramené la séroprévalence de 6 à 1%. C'est pour dire que le système de santé, c'est la base. Maintenant, il n'est pas parfait chez nous. Et il y a des pistes de solutions. Tout d'abord, il y a l'élévation du plateau technique des CHU et éventuellement des CHR à transformer en CHU parce que ça permet de régler en même temps la question des internes, des étudiants en médecine qui sont en nombre et qui n'ont pas suffisamment d'infrastructures pour apprendre. Donc il y a le plateau technique. Il y a ensuite la gestion même du personnel hospitalier et des médecins. Quand on voit qu'ils sont dans les cliniques et dans les hôpitaux, quand on voit quelle est la clé de répartition dans leur activité, ça pose effectivement aussi la question de la motivation. Vous voyez que ce n'est pas uniquement dans la justice. Tout à fait. Attendez, oui. je termine. En médecine, on fait à peu près 15 ans. On nous je ne pense pas qu'un juge... voilà. Donc il y a ça, il y a aussi le médicament, la stratégie, une vision par rapport aux médicaments génériques, et enfin l'assurance, la couverture santé universelle. On termine par vous, Amadou. Sauf que la question de la santé est tellement sensible au président Adama Kanazoué que apparemment vous me donnez quelques secondes pour répondre. Mais si vous y allez directement... Oui, mais simplement c'est pour dire que c'est clair, les solutions que nous avons proposées dans notre projet de société, quand vous allez le parcourir, vous verrez que nous avons mis l'accent également sur la prévention en travaillant à élargir notre couverture sanitaire, le taux de couverture sanitaire, travailler à la gratuité des soins maternels et infantiles, de sorte à baisser de façon significative sur 5 ans, de moitié sur 5 ans, le taux de mortalité infantile et infanto-juvénile, et en même temps le taux de mortalité maternelle qui au Burkina frôle, qui sont très loin des normes de l'OMS.
nous signale qu'il est le temps, 60 minutes qui nous étaient données pour achever cette émission, sont venus pour le débat au cœur de la présidentielle Tahirou Barry, candidat du PARA, Salvador Yamniogo, candidat du RDF, et Amadou Drabo, représentant du candidat Adama Kanazoué de l'Agir. Et bien entendu, Issaka Zampaligré, candidat indépendant, qui n'a pas répondu à l'appel de ce soir. Voilà, c'est tout pour Au cœur de la présidentielle, ce premier numéro. Demain, une autre équipe pour Au cœur de la présidentielle. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.